Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit livre mais grandes idées. Et il s'agit de ce livre-ci, Réveillons-nous, publié cette année en 2022, et dont l'auteur est Edgar Morin, qui est philosophe, et qui est né il y a plus de 100 ans, puisqu'il est né en 1921. Réveillons-nous, réveillons-nous. Alors déjà, on a l'impression qu'il y a du collectif, qu'il y a un besoin de collectif. Et qu'est-ce que ça veut dire, réveillons-nous? En fait, ça veut dire prendre conscience de certaines choses. Et ce qui va mettre en avant, c'est prendre conscience des causes des problèmes actuels, des orientations, des dérives possibles qui sont peut-être déjà en cours, et de l'importance de porter un projet humaniste. Ce qui est intéressant, c'est qu'Edgar Morin ici va au-delà des constats habituels et il va plus profondément dans les explications et met en exergue l'importance de ce qui se passe dans l'humain. Et que les explications qu'il donne vraiment impliquent l'humain et à l'échelle de la Terre impliquent l'humanité. En ce qui concerne la crise écologique, il rappelle qu'il y a 50 ans, en 1972 notamment par un rapport, le rapport Meadows, on a réalisé qu'il y avait une crise écologique planétaire. Et depuis un demi-siècle, qu'avons-nous fait? Nous avons continué. Bien que l'on sache les causes, et comme il le redit ici, les causes sont non seulement dans les énergies polluantes, mais surtout dans le déchaînement techno-industriel pour le rendement et le profit, animé à la fois par la frénésie du capital et la volonté de puissance des États. Et Edgar Morin va au-delà de ça pour mettre en évidence une autre crise. Bien sûr, il englobe l'ensemble des crises et opte pour une vision globale en mettant de concert, on va dire, la crise écologique, la crise de civilisation, la crise économique, la crise historique, etc. Et pour lui, cette crise, elle est fondamentalement anthropologique, c'est-à-dire que l'humain, comment il vit dans sa culture, dans sa société, dans son environnement, est au cœur de la crise. Il écrit notamment: ainsi la crise de l'humanité, qui est à la fois thanatologique, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même une menace de mort, elle est écologique, économique, civilisationnelle, historique, et est, pour toutes ces raisons conjuguées, une crise anthropologique portant sur la nature et le destin de la condition humaine. Sur la nature et le destin de la condition humaine. En fait, tout se joue dans l'humain, et c'est précisément pourquoi je développe actuellement une écologie humaine. Et Edgar Morin précise bien: tout ce qui se joue dans l'économie, dans la politique, dans l'action, dans la société, se joue fondamentalement et préliminairement dans l'esprit humain. Alors c'est vrai qu'on peut se sentir coincé, désemparé face à de nombreuses contradictions et comme à une impasse irrésoluble, notamment quand il parle de la croissance et de la décroissance, où là encore je le cite: il faudrait aujourd'hui paradoxalement arrêter la croissance pour sauver la planète et soutenir la croissance pour sauver la régulation des sociétés modernes. Et il rajoute: la plupart de nos responsables, et moi j'ai envie de préciser, nous avons les responsables, les dirigeants, les politiques que nous méritons, selon une formule déjà posée, c'est-à-dire que nous avons les politiques, les dirigeants, qui reflètent quelque part notre état de conscience. Alors je continue. La plupart de nos responsables sont incapables d'affronter cette contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois il faudrait assurer une décroissance par rapport à la crise écologique et à la fois il faut assurer une croissance pour le maintien des sociétés modernes telles qu'elles se sont construites. Donc face à cette contradiction, les responsables oublient l'intérêt général à long terme pour se concentrer sur leurs intérêts particuliers immédiats liés à la croissance économique. Et donc il est bien évident que dans une telle façon de faire, on ne peut pas s'en sortir. Comme vous le savez peut-être, moi j'aime bien l'échelle individuelle. Ici, Edgar Morin parle plutôt à l'échelle de la population, de la société, même de la civilisation. Mais par rapport à cette idée de favoriser le court terme économique par rapport au long terme, est-ce que nous, chacun d'entre nous, on ne peut pas se poser la question si on n'a pas cette attitude-là à notre échelle dans nos comportements? Est-ce qu'on ne va pas, dans certains cas, ou assez régulièrement finalement, favoriser le court terme par rapport à ce qui serait plus intelligent de favoriser le long terme pour respecter l'environnement? Peut-être par exemple, il nous manque un objet, on sait qu'on l'a mais on ne le trouve plus et donc c'est pas tellement cher et donc on va aller en racheter un plutôt que de perdre du temps entre guillemets à chercher l'ancien qu'on avait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et oui, ça peut être intéressant aussi dans notre vie quotidienne de situer là où nous, on a aussi ce type de comportement. Et là encore, il n'y a pas de jugement à porter, ni de culpabilité, mais c'est d'apporter là aussi la conscience, une observation honnête de ce qui se passe dans notre façon de faire. Donc on traverse une crise qui est multiple,
qu'il se situe vraiment au cœur de l'humain, et que finalement on va rentrer forcément dans une ère nouvelle. On a plusieurs options. On a une option peut-être qui va plus vers le transhumanisme, et on a une option qui peut être différente et que lui va plutôt nommer d'humaniste. Et quel choix veut-on faire? Bah, c'est à chacun de réfléchir pour lui-même ce qu'il a envie. Dans quelle société il a envie de vivre. Et là, je reviens à l'analyse d'Edgar Morin sur les causes profondes en fait, de la crise, où il met en exergue qu'il y a une crise de la pensée. Et ça, c'est vraiment important. Il souligne à quel point, en fait, on est pris dans une façon compartimentée de penser, où les connaissances sont disparates, et ce qui fait qu'on manque d'une vision globale. Et de manière générale, en fait, il est même mal vu d'apporter une vision globale parce qu'elle est considérée comme superficielle. Et cette crise de la pensée, elle est en fait sous-jacente à l'ensemble des crises et elle est invisible. Elle n'est pas perceptible facilement. Et là, Edgar Morin indique, je le cite, l'invisibilité de la crise de la pensée tient à la séparation et à la compartimentation des connaissances. Les experts, économistes, techniciens, politiques, universitaires, intellectuels sont convaincus de disposer des moyens de connaissance adéquats. Les spécialistes invalident toute connaissance globale considérée comme superficielle. Donc pour lui, il est temps de remédier à cette crise de la pensée et c'est comme un préalable nécessaire pour une nouvelle orientation, si tant est qu'on choisit une nouvelle orientation par rapport à celle qui se met en place et dont il met en garde les pièges. Il met en garde notamment contre le transhumanisme. Il dit qu'un des mythes transhumanistes est celui d'une société harmonieusement régulée par l'intelligence artificielle qui expulserait tout désordre. Or, l'expulsion du désordre exclut toute initiative, toute créativité. L'ordre impeccable et l'ordre implacable. Vu les capacités de surveillance que l'on peut avoir maintenant avec la technologie notamment, des contrôles totalitaires peuvent se mettre en place très facilement. Il souligne bien aussi que ces contrôles totalitaires, un État qui deviendrait vraiment totalitaire, de surveillance des individus, n'est pas forcément un État avec un parti unique, mais aussi peut-être un État où les partis se désagrègent. Alors c'est vrai qu'on est encore là aussi face à une contradiction par rapport au progrès, parce que le progrès apporte des nouveautés, des possibilités incroyables, des possibilités de confort incroyables, mais en même temps, on voit que la qualité de vie n'est pas forcément meilleure pour tout un chacun dans la société. Donc il peut y avoir des possibilités incroyables d'amélioration des conditions de vie et en même temps une régression des libertés et de la diversité humaine dans son expression individuelle, culturelle. Bon ben alors que faire? Bon ben justement il y a un choix à faire. En gros, soit on poursuit ce qui se dessine déjà maintenant, soit on prend une autre option, on se métamorphose pour donner une nouvelle société, et c'est là où lui, Edgar Morin, propose un projet pleinement humaniste. Comme première étape, il reprend l'idée de Bruno Latour, il est nécessaire d'atterrir, c'est-à-dire de se relier vraiment à la Terre. Terre, vie des non-humains, vie des humains. On est tous embarqués dans le même bateau, et c'est inséparable. Et donc il exprime cela avec une belle phrase, je trouve. Nous sommes invités à une prise de conscience permanente de notre communauté de destin. Donc dans ce projet, puisqu'il a mis en évidence qu'il y avait une crise de la pensée, l'idée est justement de faire une réforme de la pensée, de faire attention aux illusions de la connaissance, parce qu'on a l'impression de tout savoir, de tout maîtriser, ce qui n'est pas le cas, de aussi considérer les contradictions comme importantes et non pas comme forcément des absurdités, de ne pas isoler les objets que l'on considère de leur contexte, et de bien prendre conscience, de s'apercevoir, selon son expression, que le séparé est inséparable, que le discontinu est continu. Ça aussi, je trouve que c'est une belle formule. Le séparé est inséparable. J'en ferai peut-être aussi une vidéo là-dessus, parce que par exemple, par rapport à la science, qui a tendance à séparer en objets, à catégoriser, ben, c'est nécessaire pour structurer une pensée, mais après on va parler en relation entre ces objets. Mais en fait, on a fait toute cette démarche intellectuelle pour comprendre, pour se donner une forme de la réalité, qui peut être vraiment très performante justement jusqu'à l'aboutissement d'une technologie très développée. Mais à la fois, on en oublie qu'au départ, en fait, c'est
nous qui avons décidé de séparer de cette manière, et quand en fait il y a un inséparable, un tout dont on n'a pas encore la perception, puisque pour nous il a fallu découper pour comprendre. Mais on a oublié que tout fonctionne ensemble. Et puis dans cette réforme de la pensée, bien prendre en compte ce que j'avais déjà dit ici avec Corinne Pelluchon, et que là lui il formule de cette manière, que la raison peut être au service de la folie de l'homme. Donc c'est pas parce qu'en fait on applique un raisonnement fondé sur la raison, avec une logique, que forcément on va aller dans la solution juste, respectueuse de tout un chacun et de l'environnement, si en fait cette raison, et qui a donné lieu à des connaissances qui sont limitées encore, s'oriente d'une certaine manière dans une attention qui repose plus sur la domination, la folie, plutôt que le respect. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, il donne les grandes lignes de cette politique humaniste, qu'il appelle de salut public, où il met en avant l'importance de la solidarité et aussi d'améliorer les relations humaines, comme en fait un objectif presque prioritaire d'améliorer les relations humaines. D'également considérer une politique pour les campagnes, d'humaniser l'administration et d'avoir une politique de l'éducation justement qui permettrait la réforme de la pensée et qui rendrait aux enseignants leur grande mission humaniste. Donc selon lui, cette nouvelle politique humaniste de salut public est un grand projet qui peut réveiller les esprits accablés ou résignés. Donc voilà, si vous êtes un peu accablé par la situation ou résigné par la crise actuelle, est-ce qu'en fait de bien la comprendre et de voir qu'en fait il y a des solutions, si tant est qu'en fait on donne une nouvelle orientation bien claire, bien définie. Et c'est vrai que ça nécessite une réflexion avec une vision globale justement, et non pas une vision restreinte. Et il oppose justement le rationalisme étroit à une rationalité qui prend en compte la complexité. Donc en fait l'idée c'est de développer une vision du monde, dont j'invite aussi tout un chacun à penser quelle vision du monde il souhaite. Il est important aussi d'articuler les savoirs, et donc de relier les connaissances. D'ailleurs, un de ses livres, en 1999, s'intitulait « Le défi du XXIe siècle, relier les connaissances ». Et il y a besoin d'une éthique, d'une politique pour porter ce projet. Je ne sais pas si ce projet peut vous porter, si vous pouvez y croire ou pas, et si ça vous parle, quelle première pierre vous pourriez poser à votre échelle. Puis s'il y a des freins à une possibilité d'une nouvelle politique pour assurer une nouvelle ère en fait, de la société, quels sont ces freins? Et c'est un peu le sujet de ma recherche, enfin un axe de ma recherche actuelle sur comprendre l'humain. Je vous encourage à lire ce petit livre, hein, il n'est pas épais, il se lit très facilement, et moi je l'ai déjà lu, relu, re-relu en fait, hein, pour bien m'en imprégner. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les arguments, etc. Mais en fait, je pense qu'il est vraiment important à lire. Il donne des explications, des arguments qui, je trouve, aident à se dire « mais oui, on peut faire quelque chose ». Parce qu'on voit où, en fait, il y a un angle d'attaque, entre guillemets, à aller chercher pour désamorcer peut-être ce qu'on n'a pas envie de développer, pour, au contraire, mettre en place une autre société avec un fonctionnement différent. Mais tout cela repose sur nous. À bientôt pour d'autres réflexions. Ciao.